Bon, parfait. Alors, je vais partager mon écran et on va commencer. Alors, bienvenue à notre session ce matin, conçue vraiment juste pour les enseignants du secondaire. C'est vraiment merveilleux. On a la chance de faire ça cette année, puis en espérant qu'on va pouvoir continuer cette année et l'année prochaine. On entend qu'il y a quand même un grand besoin. Alors, commençons avec une petite reconnaissance territoriale. Désolée, ça prend un petit moment pour que l'ordinateur se réchauffe. Et on passe à l'hommage. Alors, nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Et nous sommes reconnaissants envers les gardiens de savoir traditionnels et les aînés, ceux qui sont toujours parmi nous comme ceux qui nous ont précédés. Nous reconnaissons cette heure en guise d'acte de réconciliation et pour exprimer notre gratitude envers ceux dont le territoire est l'endroit où nous résidons ou que nous visitons. Le consortium provincial francophone s'engage à accompagner notre communauté dans ce processus de réconciliation et de guérison collective. Alors, je vais juste arrêter le partage. Je vois qu'il y a d'autres mondes qui viennent de rentrer. Je vais prendre note de ça dans pas long. J'aimerais faire une petite introduction. Je suis Barbara Deskin, je suis consultante en prêt de service du Franco-Sud au Consortium provincial francophone pour cette année et l'année prochaine. On a écouté les besoins de nos 4 conseils francophones à travers la province. Puis on a bien compris que les enseignants du secondaire ont des gros besoins, c'est-à-dire le besoin de faire un peu de réseautage, un besoin de voir les ressources, soit qu'on est un enseignant chevronné ou un nouvel enseignant en poste, nouveau peut-être à une certaine matière, peut-être qu'on a vu un changement de niveau. Peu importe, on est ici pour se supporter, pour parler de ce que nous avons en termes de ressources, ce que nous pouvons faire avec ces ressources et d'en apprendre et d'explorer beaucoup plus. On va toucher un peu à l'évaluation aussi, mais n'en demeure, on va explorer ces options-là à la fin de notre matinée ensemble. D'ailleurs, la matinée devrait se terminer vers 11 heures. On devrait avoir une petite pause dans cette matinée aussi. Et on va approcher la fin en regardant les besoins futurs. Alors, sans vraiment plus tarder, je vais encore partager mon écran pour regarder à l'autre jour. Alors, très, très simple, comme j'ai dit, ça serait, pardon, ça serait une session présentée par 2 enseignants. Pas moi, la consultante, je suis ici pour vraiment juste faciliter le tout. Donc, j'aimerais vous présenter Ronald Derry, qui vient du Conseil scolaire Centre-Nord. Il va nous présenter des ressources vidéo et autres. Mais j'aimerais dire que Ronald, c'est pas juste un enseignant, c'est un papa de 3 enfants. Et non seulement 3 enfants, mais un petit bébé poilu, un chien qui s'appelle Chewbacca parce qu'il n'est pas du tout fan de Star Wars, on s'entend bien. Puis après sa présentation, c'est Sylvie Gazeille qui vient du Conseil scolaire Franco-Sud. Elle va nous parler un peu plus de la structure des ressources par les résultats d'apprentissage spécifiques. Mais Sylvie aussi est maman de 2 enfants et un enfant poilu, un chat qui s'appelle Cosmos. Puis on s'entend bien, Sylvie adore les sciences. Tous les 2 nomment leurs animaux domestiques après leurs intérêts qui tiennent au cœur. Mais ça démontre à quel point ils sont passionnés, non seulement de l'éducation, mais leur matière en général.
Alors, on va pouvoir peut-être passer une petite discussion en sous-groupe. Peut-être qu'on va discuter tout le monde ensemble. Je sais qu'on est un grand groupe, mais on est ici, comme j'ai dit, pour faire du réseautage, se supporter. Et à la fin, une discussion sur les besoins. Alors, si je peux continuer ça avant de passer aux présentations. Comme j'ai dit, je vais vous partager mes diapos. Et dans les diapos, vous avez les liens vers tous les programmes d'études sur Alberta Education. Donc, les mathématiques, 10e à 12e année, tous les chemins, les sciences 10, 14, 24, bio 20 et 30, chimie 20 et 30, physique 20 et 30, sciences 20 et 30. Et pourquoi? Mais parce que justement, vous devez avoir tous ces documents-là à la portée de main pour pouvoir bien enseigner. Donc, vous avez probablement vraiment vu en profondeur ces programmes d'études, mais ils sont ici en lien pour vous. Il y a également des ressources d'appui sur le site d'Alberta Education, 10e à 12e année, donc je les ai séparés par mathématiques et sciences. Ces documents-là vont vous permettre vraiment de supporter vos élèves, de donner un certain appui, et c'est ce qui existe sur le site d'Alberta Education. Mais les ressources que les enseignants utilisent vraiment, qui peuvent vraiment profiter, viennent des enseignants qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, sur ce, je passe la parole à toi, Ronald. Peut-être tu pourrais nous parler un peu plus de toi en termes professionnels, moins personnels, ou les deux, comme tu vois bien. Et je te laisse présenter tes ressources. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Il y en a qui me connaissent parce qu'on est dans le même conseil scolaire. Il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes chanceux. Autre que ça, bien, c'est ma 25e, non, c'est ma 26e année d'enseignement avec le conseil scolaire francophone Centre-Nord. Tout à la même école, donc à Maurice-la-Vallée. Et je ne peux pas vraiment dire à mes élèves que je suis allé loin dans la vie parce que j'ai fini mon école secondaire à l'école Maurice-la-Vallée et je suis allé au campus Saint-Jean, qui était la faculté Saint-Jean dans ce temps-là, ça me date un peu. Et je suis revenu, donc je suis allé à peu près à 2 blocs dans la vie, qui est pas loin pantoute. Donc oui, alors 25 ans d'enseignement, j'ai enseigné pas mal de différentes matières. J'ai commencé ma carrière au junior high, j'ai enseigné la mathématiques 7. Religion 7, éducation physique 7, santé 7. C'est comme ça que j'ai fait ma première année. Puis après ça, j'ai réussi mon année. Donc, l'année d'après, je suis monté en 8e année et j'enseignais à peu près les mêmes matières, mais en 8. Puis, j'étais vraiment on a roll parce que là, j'ai réussi mon année encore. Puis, l'année d'après, je suis monté en 9. Et ça a plus ou moins continué de même jusqu'à temps que j'arrive en 10, 11, 12. Et il y a un groupe, le groupe que j'ai commencé ma carrière, qui était en 7e année. Je les ai suivis niveau par niveau, par niveau, par niveau, jusqu'à temps qu'ils arrivent en 12e. Donc, c'était un groupe particulièrement spécial pour moi quand je les ai vus finir leur école secondaire. J'enseigne présentement surtout sciences 10, mathématiques 30. J'ai fait du tiret 1, du tiret 2 et ma formation est en biologie. Donc, j'enseigne la biologie 20, la biologie 30. Et je fais ça depuis à peu près 22 ans. Donc, ça, c'est mon background professionnel. Je ne sais pas quoi d'autre ajouter là-dessus. Barbara m'a demandé de présenter ce que j'ai créé pour mes élèves depuis quand même plusieurs années. J'avais une philosophie personnelle que si je cherchais de l'aide vidéo ou de l'aide audiovisuelle pour agrémenter mon enseignement, je cherchais sur YouTube pendant certain nombre de minutes, puis éventuellement, si je ne trouvais pas ce que j'avais besoin, comme exactement là, sur mesure pour le bien de mes élèves, bien, je me suis mis à produire des vidéos. Fait que ça a commencé, je ne pourrais pas vraiment vous donner une année, peut-être 2014, 2015. Ceux d'entre vous qui ont déjà enseigné biologie 20, je suis sûr que vous avez des cauchemars du module sur la photosynthèse et la respiration cellulaire. Si vous n'en avez pas, c'est définitif que vos élèves ont des cauchemars de la photosynthèse et la respiration cellulaire.
Moi, j'ai des élèves qui me disent qu'ils se réveillent en sueur froide plein milieu de la nuit, la photo, avec le cycle de Krebs qui leur passe par la tête. Donc, j'ai créé, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai créé au tout début, c'était la photosynthèse du début à la fin en vidéo et ensuite la respiration cellulaire du début à la fin en vidéo. Puis j'ai mis ça sur YouTube. Puis est-ce que mes élèves s'en servent? Je ne suis pas certain. Mais est-ce que les gens à travers le monde s'en servent? Je reçois des commentaires sur mes vidéos à quelque part en Europe ou en Algérie, des gens qui m'envoient des commentaires. « Oh, merci beaucoup, tu as sauvé mon cours de physiologie, blablabla. » demandant des vidéos sur d'autres sujets. Et puis, en 2020, on sait tous qu'est-ce qui est arrivé, la pandémie. Et bien sûr, c'était l'école à la maison. Et puis là, ce qui était ironique, c'était dans le temps où c'est que les élèves ne devaient pas travailler plus que 5 heures par semaine. Moi, je me tapais des 40, 50 heures par semaine à faire du montage vidéo pour justement les leçons que mes élèves n'auraient pas eues autrement. Et je suis rendu maintenant avec 96 vidéos sur ma chaîne YouTube qui ne sont pas toutes, je dirais, propices à l'enseignement des élèves parce qu'il y en a qui sont 40 minutes de long, 30 minutes de long. Mais je peux dire avec certitude que mon cours de biologie 20, l'élève peut faire tout le cours assis chez lui, en bobette, dans son salon, et avoir la majorité des concepts expliqués à travers les vidéos que j'ai produites pour tout le cours. Je ne peux pas dire pareil pour mon cours de Bio 30 parce que la pandémie a frappé, j'avais déjà fini le module 1. Donc, j'ai tout le cours pas mal en vidéo, sauf pour le module 1, qui est le module sur le système nerveux. Et ça, c'est une demande que j'ai de plusieurs des gens qui ont visionné mes vidéos. C'est s'il te plaît, fais des vidéos sur le système nerveux. Donc, j'ai une liste de vidéos qui sont encore dans la pipe, comme on dit, là, à pouvoir être éventuellement produits. Mais ceux qui ont déjà fait du montage vidéo, vous savez qu'une minute de vidéo, c'est peut-être de 20 à 30 minutes de travail. Donc, ce n'est pas nécessairement ma priorité présentement dans ma vie. Mais oui, c'est ça, 96 vidéos. Je vais vous montrer, je vais partager mon écran. Maintenant, si je déconnecte toute la session, je m'excuse d'avance. Je n'ai pas utilisé Zoom beaucoup. Nous autres, on faisait ça à travers Google Meet, qui n'est certainement pas l'idéal pour les végétariens. C'est quoi que je fais, Barbara, moi, là? J'ai cliqué sur Share Screen et j'ai comme 28 icônes qui ont apparu. Oui. Alors, l'icône qui montre ce que tu aimerais nous montrer, donc l'onglet, tu as juste à cliquer. Oui, voilà. On va essayer celui-là. Là, je ne vois pas mes onglets en haut. Fait qu'il faut que j'organise des affaires. Donnez-moi une minute. Mm-hmm. On va partager celui-là. Puis, on va faire ça comme ça. Parfait. Donc, je ne voulais pas nécessairement vous montrer tous mes 96 vidéos parce que ça aurait été évidemment long et très pénible, ce que mes élèves me disent, anyway. Donc, j'en ai choisi une coupe et j'ai un exemple en Bio 30. C'est le module 2 sur le système reproducteur et j'ai un exemple en mathématiques 30. C'est du 30-2 sur les fonctions sinusoïdales. Donc, on ne va pas regarder toutes les vidéos, mais je vais vous montrer un peu ce que ça pourrait avoir l'air. On va commencer avec celui-là. Maintenant, est-ce qu'on peut me faire signe qu'on entend quelque chose? Bonjour les élèves. Oui, on entend. La vidéo traitera des structures de soutien de l'embryon, c'est-à-dire les structures qu'on appelle extra-embryonnaires. Alors, lors de la grossesse, en plus de l'embryon qui deviendra éventuellement un fœtus, il y a plusieurs tissus ou organes qui vont supporter l'embryon ou supporter le fœtus, que ce soit pour lui donner de la nourriture, que ce soit pour le protéger, etc. Et ce sont des structures extra-embryonnaires. Alors, nous avons ici notre blastocyste. Et si vous vous souvenez, la partie tout autour, c'était le trophoblast. Tandis que la masse de cellules que j'ai mis en bleu ici à l'intérieur, c'était l'embryoblast. Je vais arrêter 12 secondes juste pour dire que si jamais je fais référence à une couleur, puis ce n'est pas la couleur que c'est supposé d'être, c'est parce que je suis daltonien. Quelque chose qui ajoute un peu d'humour à mes vidéos, parce que des fois, je dis ça, la patente en bleu, puis c'est comme pas bleu pantoute. Alors, c'est juste, je vous partage mon seul défaut. Et je suis très, très ouvert un matin avec vous. Donc, daltonien, c'est mon sujet. Dans une autre vidéo, nous avons vu le développement de l'embryoblast. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui va
les structures de soutien. Alors, si on avance quelques heures, le blastocyste va s'implanter et il va commencer à gruger son nid dans l'endomètre. Alors, la partie en rose, c'est bien sûr l'endomètre. Et vous avez ici en rouge les vaisseaux sanguins de la mère qui viennent former, en se jumelant ensemble, viennent former des cavités sanguines. Alors, c'est le sang maternel. Et les cellules du trophoblaste commencent à se développer, comme on avait vu dans une autre vidéo, pour creuser dans l'endomètre et venir se former à proximité des vaisseaux sanguins de la mère. C'est pour aller chercher des nutriments et se débarrasser des déchets. Dans ces tissus, il y aura aussi formation de vaisseaux sanguins. Alors, on pourrait mettre d'autres cellules qui vont commencer à former des vaisseaux sanguins qui éventuellement rempliront ces endroits ici. Si on regarde, on va accélérer un petit peu. Creuser des tissus embryonnaires dans l'endomètre. Et on peut voir davantage le développement de l'embryon. Alors, l'embryon est maintenant fait de 3 couches de cellules. C'est l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. On peut encore voir cette cavité bleue juste ici. Bonjour à tous, donc à tous les élèves de chimiquement, veuillez vous... Je suis à l'école, évidemment. L'amnios. L'amnios sera responsable de former le sac amniotique qui sécrétera aussi le liquide amniotique. Et ce liquide amniotique et ce sac amniotique sont faits pour protéger le plus de détails. Donc, ça vous donne une idée. Oui, les dessins ont été faits à la main. Ça a pris particulièrement du temps. Ça me donne à peu près 2 différentes catégories de vidéos. J'ai des vidéos où les dessins ont été faits à la main, donc j'ai les droits d'auteur, tandis qu'il y a d'autres vidéos où j'ai utilisé des images qui ont été tirées d'Internet. Et je ne peux pas dire avec 100% de certitude qu'ils sont tous des images sans droit. Donc, ces vidéos-là n'ont pas nécessairement les droits d'auteur, mais les élèves demandent toujours, monsieur, est-ce que tu vas, comme ils disent en anglais, monetize ta chaîne YouTube? Puis, 1, ce n'est pas la raison pourquoi je l'ai faite, et 2, ce n'est pas nécessairement tout légal. Donc, non, il n'y a aucune scène qui a été faite sur ces vidéos-là. Pour le moment, disons. Et ça, c'était ma petite vidéo en biologie 30, et j'en avais une autre que je voulais partager avec vous. Tu moyen de bouger cette affaire-là? Mais pas vraiment. OK, so, le prochain, c'était une vidéo en mathématiques 30-2. Bien sûr, il faut endurer l'annonce. Wait! Did you download? Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les fonctions sinusoïdales et leurs graphiques. Alors, tout d'abord, c'est quoi une fonction sinusoïdale? Bien, c'est aussi appelé une fonction périodique pour la simple raison que c'est une fonction qui a une forme qui se répète continuellement à l'infini. Et tout comme dans un nombre périodique, tel que 0,3 périodique, on sait que c'est 0,3333333 et le nombre de 3 est infini. Dans une fonction périodique, on a un patron dans la fonction qui se répète fois après fois après fois après fois jusqu'à l'infini. Et la fonction f de x égale sinus de x est une fonction périodique. Si on fait son graphique, on obtient quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, on peut voir ce genre de patron qui va continuer par là et qui va continuer par là à l'infini. Alors, notre vague va être perpétuelle et va être périodique. Donc, la fonction sin de x a une vague qui se répète, tout comme la fonction cosinus de x. Alors, f de x égale cos de x nous donne un graphique qui ressemble à ça. Alors, on peut voir une ressemblance. On peut voir cette vague qui va continuer vers la gauche à l'infini et vers la droite à l'infini, et une forme très, très, très semblable à celle de sinus de x. Si on les met un à côté de l'autre, on peut voir que les deux graphiques ont exactement la même forme, mais c'est comme s'il y en a un qui est décalé légèrement par rapport à l'autre. Alors, il est important à noter ici que le graphique de f de x égale cos de x, son ordonnée à l'origine, c'est 1. Tandis que le graphique f de x égale sin de x, son ordonnée à l'origine, c'est 0, qui est aussi une de ses abscisses à l'origine. OK, donc je pense que vous comprenez le principe. Maintenant, la différence entre cette vidéo ici et l'autre que vous avez vue avec un fond noir. Celle avec le fond noir, j'ai l'approche, je suis sûr que vous connaissez Khan Academy, fait que c'est l'approche principe semblable. Et puis ici, c'était des vidéos que j'avais produites pendant la pandémie qui suivaient
page par page les notes que les élèves avaient en main à la maison. Donc, cette vidéo-là continue, bien sûr, les explications. Et ensuite, on rentre dans... On va faire un petit peu plus vite. On rentre dans des exemples. Fait que vous avez la pratique guidée et éventuellement, ça rentre dans la pratique où c'est que je dis, OK, alors voici la prochaine question. Appuie sur pause, essaye la question, puis après ça, je continue et je donne la solution avec les explications. Et ça, c'est des vidéos qui avaient été faites sur mesure pour un besoin particulier, tandis que j'en ai d'autres qui ont été faites juste pour comme agrémenter ou supporter mon enseignement. Ces vidéos-là sont dans mon Google Classroom, puis les élèves peuvent s'en servir s'ils veulent, aussi bien qu'ils sont sur Internet, puis n'importe qui peuvent s'en servir aussi. Et j'avais cru bon parce que, je veux dire, je ne sais pas si vous voulez, je peux arrêter de partager mon écran une minute. Ah, peut-être pas. Je suis sûr qu'il y en a, vous pouvez faire un signe dans le chat là, si vous avez déjà fait du montage vidéo, ça me donnerait une idée de c'est quoi mon public cible. Avec la pandémie, pas mal sûr que c'est tout le monde. Oui, je vois Marc Golanski, lui, c'est un rookie dans le montage vidéo, il n'a jamais fait ça. Alors, Marc, je fais ça pour toi, là. I got you, bro. Donc, c'est ça. Fait que là, pour ceux qui n'auraient jamais fait de montage vidéo, je vais juste vous partager un peu ce que j'ai utilisé comme... je ne sais même pas ce que je fais. Un petit peu ce que j'ai fait et les logiciels que j'ai utilisés pour le faire. Donc, il y a des petites fenêtres qui m'énervent. Alors, ça, c'est mes petites vidéos, ma chaîne YouTube. Alors, vous pouvez voir juste ici dans le bas que je suis rendu à 96, des vidéos de 14-15 minutes, des vidéos de 40 minutes. Puis, le 608 580 views, ça, c'est juste moi qui clique refresh sur mon browser à la maison pour booster mes numéros. Pas vrai. Donc, petite liste très, très rapide. Après ça, j'aurai fini. Ce qui est nécessaire ou ce que j'ai utilisé pour créer ces vidéos-là. Bien sûr, on a besoin d'un ordinateur. J'ai utilisé mon laptop du conseil scolaire, ceux qui connaissent les laptops du conseil scolaire Centre-Nord, ce ne sont pas les laptops les plus performants. Donc, des fois, c'est un peu lent quand on fait le montage vidéo, mais ça a fait la job. J'ai utilisé une tablette numérique. Ceux qui ne savent pas c'est quoi une tablette numérique, ça ressemble à ça. Et ça, c'est exactement celle que j'avais achetée dans le temps pour faire ces vidéos-là. Si j'avais à les refaire maintenant, j'utiliserais un iPad que je n'avais pas dans le temps. Donc, même principe. Fait que si vous avez déjà un iPad, vous pouvez le faire avec ça. Sinon, vous pouvez toujours acheter des tablettes qui ne sont pas terriblement dispendieuses. Le désavantage de celle-là, c'est que quand tu écris dessus, tu ne vois pas sur la tablette ce que tu fais. Il faut que tu regardes sur ton écran en même temps que tu dessines. Donc, c'est une habitude à prendre, c'est un défi supplémentaire. Papa, peux-tu me dire s'il y a moyen d'enlever cette affaire-là d'en haut? Oui, tu peux. Devant mes onglets. Oui, tu peux cliquer dessus pour drag. Tu sais, tu peux faire un click et drag. OK. Je pensais que j'étais cliqué sur quelque chose. OK, donc si on continue, j'ai aussi utilisé un microphone. Il y a 1001 différents modèles de microphones. J'ai utilisé celui-ci qui s'appelle le Blue Snowball. Tu peux en avoir un qui attache après ton collet ou peu importe. Et ça, c'est pour l'audio. Et les logiciels. OK, ici, j'ai mis Smooth Draw 3.0. Alors, la première vidéo que vous avez vue, c'est que c'était tout dessiné à la main. Ça a été fait dans Smooth Draw, qui est exactement le logiciel que Salman Khan utilise dans Khan Academy. Et j'ai évidemment fait de la recherche et j'ai lu des affaires sur Khan Academy et il dit que quand c'est des dessins faits à la main, c'est plus réconfortant pour les élèves, pour une raison ou pour une autre. J'oublie exactement pourquoi. Là. Donc, des fois, ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir des images qui ont été tirées, là, faites par un graphiste ou poignées sur Internet. Puis Smooth Draw est gratuit. Tu peux télécharger ça. Ce n'est pas le logiciel de dessin le plus puissant au monde, mais le plus tu peux garder ça simple, le mieux c'est pour ne pas compliquer ta vie. Et j'ai utilisé, pour le montage vidéo, j'ai utilisé Camtasia Studio. Ça, c'est aussi qu'on frappe un peu les freins quand on voit le prix, parce que c'est un peu plus dispendieux. Moins cher que d'autres, mais beaucoup plus cher que plein de différents logiciels de montage vidéo que tu peux utiliser qui sont gratuits. Mais le moins cher tu payes, le moins de fonctionnalités tu vas avoir pour ton software. Donc,
Moi, j'avais réussi pendant la pandémie que la licence de mon Camtasia soit payée par mon directeur. Donc, ça, c'était un atout. Et bien sûr, ma chaîne YouTube qui a, comme j'ai dit tantôt, un paquet de vidéos. On va remonter ça là. Alors, vous pouvez voir que j'en ai sur les mathématiques, le système musculaire. J'avais dit à mes élèves que j'utiliserais une page titre où c'est qu'il y a un monsieur qui n'est pas plus musclé que moi. Et j'ai réussi à trouver cette photo-là. Attendez une minute. Cette photo-là. Puis je demande toujours aux élèves, c'est-tu vrai ou c'est-tu Photoshop? Pas convaincu. Je n'ai pas vraiment trouvé la source de la photo, donc je ne peux pas vous donner la réponse. Et puis, on va retourner à ma chaîne. Il y en a plein il y en a sur l'équilibre Hardy-Weinberg, en bio 30, l'ADN, donc toutes sortes de différentes vidéos. Quelque chose à checker si ce sont les sujets que vous enseignez. Sinon, ben, on peut toujours commencer à faire nos propres vidéos. Et selon le gourou des cours en ligne, que je nommerai pas, Michel Garipi, la longueur, comme le sweet spot pour la longueur des vidéos devrait être environ 5 minutes. Donc, j'ai brisé la règle cardinale en faisant des vidéos qui sont beaucoup trop longues. Et je ne sais pas, peut-être qu'un jour, j'irai à l'en faire du montage vidéo pour les élèves, mais ça sera plus tard dans ma carrière. C'est à peu près tout ce que j'avais pour vous ce matin. Je ne sais pas s'il y aurait des questions. S'il y a des questions, envoyez fort. Je vais arrêter de partager mon écran. Oui, puis sentez-vous à l'aise d'ouvrir vos micros, lever la main comme vous voyez bien là, pour poser vos questions si vous êtes un peu trop gêné. Je pense que j'arrête de partager mon écran dans ce software-là. Oui, il y a juste une case rouge. Une case rouge. OK, là, mais moi, je ne vois pas les couleurs. Ah, c'est vrai. Alors, on peut prendre la question de Michel. Peut-être qu'il se sent vraiment visé par ton commentaire, Ronald. Donc, c'est lui le premier, puis on va trouver la solution. On va être pogné avec mon écran toute la journée, par exemple. Ah, juste là, je l'ai trouvé! Hey, voilà. Il y a un bouton rouge. Merci, Ronald, c'était super. Question, quand tu dis que les élèves n'utilisent pas vraiment tes ressources, tu penses que c'est la majorité de tes vues sont surtout par des élèves peut-être hors pays ou dans d'autres provinces. Est-ce que as-tu déjà demandé à tes élèves pourquoi ils ne regardent pas tes ressources? Pas vraiment. Je leur recommande fortement. Tu sais, quand vient le temps, là, disons, une semaine ou deux avant l'examen, je leur dis OK, n'oubliez pas que, puis là, en classe, je vais ouvrir mon Google Classroom, puis je vais aller leur montrer les vidéos qui sont à leur disposition pour pouvoir réviser. Mais j'ai vraiment pas vraiment de feedback et de nombre. Quand je te dis que les élèves ne s'en servent pas, ça se peut que ça ne soit pas vrai du tout. Tu sais, il n'y a aucune façon de voir d'où viennent les vues. Mais les commentaires, c'est des purs étrangers. Je reçois même des reach-out par courriel, des profs dans d'autres pays là, qui veulent dire « Je peux-tu me servir de tes vidéos dans mes cours, etc. etc. » Je sais qu'ils sont vus par certaines personnes, mais est-ce que mes élèves s'en servent? Honnêtement, je ne peux pas vraiment te le dire. Sûrement qu'il y en a eu au moins un ou deux dans toutes ces années-là qui s'en est servi. Ce qui est le fun, c'est que si jamais, disons, un élève s'absente pour une raison X, Y, Z, là, il est malade, whatever, puis il manque un cours, 2 cours, 3 cours, tu sais, des fois, ça peut être long. Et tu peux lui dire, regarde, commence par aller visionner les vidéos, fais-toi une liste des choses que tu n'as pas catchées, puis après ça, on se donnera rendez-vous, plutôt que d'avoir à tout réenseigner à cet élève-là, tu sais, pendant l'heure du dîner ou pendant un bloc flex ou quelque chose du genre. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bien, merci. Autre question. Oui, j'ai une question pour toi, Ronald. Est-ce que tu en as profité pour faire une classe inversée? Ou est-ce que tu réexpliques, tu expliques à tes élèves et les vidéos sont juste là, un appui, comme tu as dit, s'ils sont absents ou s'ils veulent le revoir à la fin du module? Excellente question. La réponse est oui et non. L'objectif, ce n'était pas pour la salle de classe inversée. Je ne sais pas si le mot c'est essayé. J'ai été un peu
obligé de faire la salle de classe inversée à un moment donné en biologie 20 pour raison pas trop sûr pourquoi, mais il y a un certain semestre, on était super en retard. Je ne dirais pas que c'est parce que le prof a tendance à partir sur des tangentes puis faire de l'humour en classe. Ce n'est pas ça du tout. Mais on était très en retard dans le programme et j'avais dit aux élèves, OK, voici, si on a besoin ou si on veut finir le module 4 de biologie, il va falloir que vous regardiez telle vidéo à la maison. Et le lendemain, en classe, je répondais aux questions, puis on s'assurait que les élèves avaient tout compris. Donc ça, oui, je l'ai déjà fait et ça avait bien fonctionné. Et est-ce que tu envisagerais de continuer ou pourquoi tu ne continues pas dans cette voie-là? Je suis loin d'être l'expert sur la salle de classe inversée, mais ma problématique, c'est que ce n'est pas tous les élèves qui vont le faire. Et si tu te fies au fait que ils sont supposés voir le matériel à la maison le soir d'avant ou 2 soirs d'avant ou peu importe, et le lendemain, tu ne fais que répondre aux questions, faire des travaux de groupe ou peu importe, il y a toujours une poignée d'élèves qui vont être complètement perdus. Mais c'est sûr que quand j'enseigne, il y a toujours une poignée d'élèves qui sont complètement perdus aussi. Fait que je ne sais pas si ça s'équilibre, mais ça, c'est mon expérience, ma petite expérience avec la salle de classe inversée, c'était pas aussi, quel est le mot, rentable, disons, que ce qui est peut-être fait de façon traditionnelle. Justement, de visionner une vidéo avant de rentrer en salle de classe pour entendre la leçon et autres, ça peut aider énormément d'élèves qui ont de la difficulté avec le vocabulaire, avec les concepts en général. Donc, de le voir 2 fois de 2 façons différentes, ça peut aider, je peux bien voir. Et j'ai déjà eu des élèves qui faisaient le pré-enseignement, donc ils devaient être enseignés le vocabulaire d'avance. Et l'aide-élève qui cheminait avec ces élèves-là utilisait les vidéos pour le pré-enseignement, parce que c'est difficile, rendu à ces niveaux-là, trouver un aide-élève qui, disons, peut faire biologie 30, qui peut enseigner mathématiques 30. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ces niveaux-là, donc ça, c'était un atout aussi. En effet, c'est un besoin chez les aides pédagogiques, le fait de pouvoir aider un élève à ce niveau-là. C'est pas tout le monde qui serait capable, justement. C'est un très bon point. Même chose pour les parents. Je veux dire, des parents rendus à un certain niveau ne sont plus capables d'aider leurs enfants à la maison. Donc, les parents, des fois, me demandent, mais y a-t-il quelque chose que je peux faire pour l'aider à la maison? Moi, je suis nul en biologie ou je suis nul en mathématiques. Puis, aux rencontres parents-enseignants, je leur présente le Google Classroom. Puis, je leur dis, voici les vidéos qui sont disponibles. Puis, tu sais, il y a des parents qui sont comme, oh, wow! Donc, ça aide aussi. Oui, en effet, je peux bien voir. C'est bien fait. Comme j'avais survolé un peu les vidéos avant, puis j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Je suis très contente que mes enfants vont éventuellement voir ça dans leur cours aussi. J'ai mis d'ailleurs le lien vers ta chaîne YouTube, Ronald, dans le chat. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions en ce moment-là ou des commentaires, peut-être que je pourrais... Oui, vas-y, Daouda. Ronald, quand vous faites votre présentation présentielle, par exemple, devant la classe, un fichier PowerPoint, je suppose, est-ce que dans vos fichiers PowerPoint, vous mettez les liens YouTube de vos vidéos et que arrivez directement, vous cliquez pour montrer ça directement aux élèves? Non, tout d'abord, je n'utilise pas PowerPoint, j'utilise Notebook parce que j'ai un smartboard. Mais j'ai des liens vidéo dans mes leçons Notebook, mais ce ne sont pas des liens pour mes propres vidéos. C'est des liens pour d'autres vidéos. L'avantage de d'autres vidéos par rapport aux miens, c'est qu'il y a des vidéos où il y a des animations. Puis tu peux voir les choses bouger. Par exemple, le potentiel de membrane ou le potentiel d'action en biologie 30, essayer d'expliquer ça avec des images fixes, c'est un défi. Alors, je trouve des vidéos qui ont été faites par un animateur, puis il y a des effets visuels, des choses que moi, je ne suis pas capable de faire et que je dois faire dans mes vidéos avec des images fixes. Alors, si je suis pour... Ça serait possible pour moi les élèves rentrent en classe, j'allume mon projecteur, je pars mon ordinateur, je pèse play, je mets mes 2 pieds sur mon pupitre, puis je m'endors. Je veux dire, je pourrais faire ça comme enseignement, les élèves auraient l'essentiel,
mais c'est quand même expliqué avec des images fixes, c'est quand même expliqué, une genre de narration. Puis ça, c'est des choses que je suis capable de faire en classe moi-même. Puis une commentaire. Puis c'est très difficile pour moi ce matin de vous expliquer tout ceci, puis pas sonner comme si je me pète les bretelles. Ce n'est pas mon intention du tout, du tout. Mais il y avait eu un commentaire pendant la pandémie d'une de mes élèves, puis ça m'a resté. J'avais bien apprécié son commentaire. Elle avait dit, Monsieur, tes vidéos sont super géniales parce que c'est comme ça qu'ils apprenaient. Mais c'est tellement meilleur live. C'est ça qu'elle m'avait dit. Donc, pour un peu répondre à la question, si je suis capable de le faire en direct, c'est, selon moi, c'est parce que, tu sais, là, tu peux ajouter ci, tu peux ajouter ça. Et j'ajoute du goût, tu sais, j'ajoute des analogies, j'ajoute des anecdotes et je vais ajouter ce que moi j'appelle de l'épice ou en bio-20, dans le système excréteur, c'est de l'épice, mais ça, c'est une différente histoire. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je n'utilise pas mes propres vidéos en salle de classe parce que c'est quelque chose que je peux faire comme moi-même en direct. Ça répond à ta question? OK. Merci. Autre question. OK, bien, je vais terminer en disant, faites attention si vous furetez le contenu de la chaîne YouTube. Si vous allez sur la vidéo qui est sur les ITS, qui, en passant, très intéressant, c'est ma vidéo qui a le plus de vues, une vidéo sur les infections transmissibles sexuellement. Si vous voulez, si jamais vous êtes découragé dans votre journée ou si vous êtes triste, vous pouvez toujours aller sur cette vidéo-là et lire les commentaires. C'est du comic relief. C'est mourant. Il y a des gens en Algérie qui m'envoient un commentaire sur ma chaîne YouTube pour me demander c'est quoi le point rouge sur leur pénis. C'est comme, je suis supposé de, envoie-moi pas des photos, puis 2, je ne peux pas te répondre. Fait que, ouais, checkez ça avec soin. C'est particulièrement intéressant. Ça, c'est ma conclusion. Ah, c'est merveilleux. Alors, oui, en effet, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment pour Ronald, ce que je vais faire, je vais vous mettre dans des salles de discussion, genre 3-4 personnes par salle, justement pour peut-être explorer un peu plus la chaîne YouTube de Ronald et de discuter comment vous pouvez intégrer peut-être ces vidéos ou autres ressources dans vos salles de classe. Donc, je vous laisserai quand même un petit 10 minutes pour ce faire. Et je vais créer les salles de façon aléatoire. Donc, aussitôt que ça serait fait, inclure les... Oui, alors, combien de salles de discussion? Je dirais 5 salles de discussion. Et s'il faut que vous quittez, n'hésitez pas, c'est bien correct. Et je pars avec la création des salles et vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton pour vous laisser rentrer dans la salle. Si vous avez des questions, vous pouvez retourner dans la grande salle aussi. Donc, comme j'ai dit, à peu près 10, disons jusqu'à 9h25. Je vais vous donner 15 minutes de faire cette exploration-là. Donc, il est 9h10, 9h25. On serait de retour et on se voit dans quelques minutes. J'ouvre les salles. C'est à vous de cliquer. Ils complètent leurs notes, puis j'ai dit, OK, tu vas arrêter périodiquement, laisse les élèves écrire, puis après ça, tu recommences. Puis il y a actuellement une leçon qui se produit plutôt que juste du babysitting pendant 80 minutes. Donc voilà, je voulais juste partager ça aussi. Super, très bon point. Comme des plans de leçons faits pour une suppléance, c'est merveilleux. Comme tu dis, presque impossible de trouver un suppléant qui va pouvoir enseigner tout ça. Puis, lorsque les élèves sont dans un cours de 10e, 11e ou 12e année, on s'entend, c'est un semestre, puis le temps passe tellement vite. Donc, on ne veut pas manquer les opportunités d'enseignement, c'est sûr et certain. Alors, je vous remercie énormément de vos discussions. Avez-vous des questions, commentaires? Je vois dans le chat. Imaginez-vous, les suppléants se battent pour remplacer Ronald le moment venu.
Vous avez eu du plaisir dans votre sous-groupe. Malheureusement, heureusement, I guess, Ronald, il ne manque pas souvent parce que c'est trop d'ouvrages. Oui, en effet, c'est sûr et certain. Alors, oui, comme j'ai dit, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires sur la partie de Ronald, on va passer la parole à Sylvie Gazeille, qui va nous présenter la deuxième partie de notre atelier aujourd'hui, donc les ressources structurées par race. Alors, Sylvie, je te passe la parole. Peut-être allumer son micro. Non, merci Barbara. Alors, je ne sais pas si vous vous posez la question si j'ai le double de l'âge de Ronald, mais la réponse est non. En revanche, j'ai la moitié de ces années d'expérience. Alors, j'ai eu une vie avant d'être enseignante. Youhou! Et puis, voilà, j'ai fait de la recherche en chimie. Je suis chimiste de formation. Et ensuite, j'ai immigré 2 fois au Canada. Et la deuxième fois, je suis restée. Et ça fait plus de 20 ans maintenant que je vis à Calgary. Et donc, j'ai passé ma première année en immersion. J'ai fait mon bac à U of C. Et ensuite, fortuitement, je suis rentrée au conseil scolaire Franco-Sud et puis j'y suis restée à l'école de la Rose Sauvage. Donc, j'enseigne, ce que j'ai enseigné maths 7 à 12, non pas les 10e années ni les 11e années, mais 30-2. Et calculus aussi. Et puis, sinon, j'ai enseigné sciences de la 8e à la 12e année, mais pas de bio. Pas de bio, parce que mon dernier cours de bio, c'était au high school. Alors, vraiment, je ne suis pas compétente. En biochimie, oui, parce que j'avais fait, mais le reste, non. Donc, j'enseigne 8, 9, j'ai enseigné 8, 9, mais en ce moment, j'enseigne 9, 10, puis chimie 20 et 30, cette année seulement 30, et physique 20 et 30. Alors, la première chose qui m'a surprise en venant de l'industrie, c'est le nombre d'heures de travail perdues à faire chacun dans notre coin des choses que l'ensemble d'entre nous faisons de toute façon. Donc ça me sidère parce que j'ai toujours l'idée d'ingénieur et d'essayer de maximiser l'efficacité des heures de travail. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est encore en construction et avec Barbara, on s'est mis d'accord pour que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice. Pour moi, les documents de travail, c'est le curriculum. Donc, au lieu de il y a peut-être des sites que vous connaissez, même certainement vous les connaissez tous, mais j'ai commencé donc à trier les ressources par race, de telle sorte que si vous cherchez quelque chose de spécifique, eh bien, vous puissiez avoir l'information et les ressources qui s'y rapportent. Il faut que je partage mon écran, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et en même temps, c'est ça. Et en même temps, j'ai mis le lien vers le dossier Drive dans le chat pour que tout le monde puisse avoir accès tout de suite. Donc, est-ce qu'on est là? Oui, on est là. Bon. Donc, comment ça se présente? La barre d'outils en haut, là, ça me... Oui, tu peux le tasser. Donc, ça se présente sous la forme d'un dossier où vous allez avoir les différents cours de sciences. Et puis, dans ces dossiers-là, il va y avoir, donc si j'ouvre par exemple Sciences 10, il va y avoir les différents modules et dans chacun des documents, on va avoir des tableaux. Alors, je remonte au début, dans lesquels on a, par exemple, là, on est en Sciences 9, on va avoir la description du RAS, donc copier-coller du curriculum. Et puis, j'ai mis des ressources pour l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est justement le genre de vidéo de simulation, on va passer un petit peu en détail, qu'on peut utiliser pour mieux montrer la matière ou les concepts aux élèves. Et puis, j'ai aussi intégré, ou je vais intégrer, des ressources pour l'évaluation, sachant qu'on peut... facilement passer d'un type de ressource à une autre. Donc, je n'ai pas mis les attitudes évidemment là-dedans, mais sinon, vous avez donc tous les races. Alors, juste une petite parenthèse. Moi aussi, pendant le confinement, j'avais
ouvert une chaîne YouTube et puis j'avais juste utilisé Screencastify pour enregistrer de l'audio, en fait, enfin, avec le partage d'écran. Donc, je parle sur mes notes, c'est vraiment pas fantastique. Et puis, je m'étais posé la question justement de les réutiliser ou de les améliorer pour essayer la classe inversée. Mais je suis d'accord avec Ronald qu'on a toujours des gens qui, malheureusement, arrivent en classe et ne le regardent pas. Donc, je n'ai pas continué l'expérience et bon, peut-être un jour et peut-être, comme disait Michel, avec les cours à distance, on pourra aussi avoir, grâce au CFED, d'autres moyens finalement d'avoir ce genre de ressources. Donc, j'ai à peu près quatre types de ressources que j'utilise. Alors, les premières, comme tout le monde, les animations et les vidéos. Donc, j'utilise pas mal parfois le site d'Alloprof avec leurs petites vidéos et je les utilise même parfois pour de l'évaluation comme ça, formative, parce qu'il y en a certaines, enfin, je donne l'exemple de celle d'éléments et composés. À un moment donné, le présentateur dit que NaCl est une molécule. Donc, on écoute la vidéo avec les élèves et puis je leur dis, il n'y a pas quelque chose qui vous surprend dans ce qui a été dit. Donc, on peut avoir une petite évaluation comme ça faite grâce à ça, parce que, bon, effectivement, NaCl, ce n'est pas une molécule, donc les élèves sont amenés à réfléchir à ça. Donc, oui, il y a toutes les ressources d'Alloprof. À peu près, c'est ce que j'utilise, c'est à peu près le même vocabulaire qu'on utilise aussi. Donc, pour les sciences en 9e et même des fois 10e année, mais surtout 9e. Donc, je ne donnerai pas vraiment de choses en 7 et 8 pour l'instant parce que je ne les ai pas enseignées depuis longtemps. Et donc, c'est un domaine dans lequel vous pourrez contribuer. Mais en 9e année, je trouve que c'est approprié. Alors ensuite, il y a aussi du point de vue des animations ou des vidéos, enfin des animations surtout, il y a EduMedia. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Moi, je le trouve très bien pour plein de choses. Donc, j'ai mis, suivant les RAS, des animations aussi d'EduMedia. Ensuite, vous avez, enfin, si je passe en biologie, en sciences 10 par exemple, je suis tombée par hasard sur le musée Armand Frappier et puis ils ont quelques vidéos explicatives qui sont aussi intéressantes. Alors, si je les mets en face de la description générale du RAS, ça veut dire que c'est à peu près pertinent pour tout ce qu'il y a écrit en dessous. Sinon, si je le mets... si les ressources sont mises vraiment en face d'une partie du RAS, à ce moment-là, c'est que c'est vraiment dédié à cette partie-là. Alors, un autre site que j'utilise beaucoup, c'est celui de... Alors, oui, ce que j'ai fait aussi, c'est que quand les vidéos, je n'ai pas trouvé mieux, je n'ai pas trouvé en français mieux que celle qui était en anglais, je l'ai écrit à côté, que c'était en anglais. Donc, un autre site que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années, mais peut-être que je ne suis pas dans le bon endroit. Voilà, c'est celui du CCMD à Montréal. Donc, je vais essayer de le mettre en grand. Il y a à la fois... donc, vous avez, du point de vue de l'anatomie cellulaire, il y a des petites animations, des petites descriptions sur chacun des organites, etc. Et puis, il y a les processus aussi, il y a donc les processus animés, mais tout ça, c'est en français, de transport passif, actif, la synthèse des protéines est super bien expliquée. Alors, je sais qu'elle fait plutôt partie du cours de bio, mais moi, j'en parle en Sciences 10 parce que je ne vois pas sinon comment bien expliquer. Pour moi, c'est le fil conducteur qui relie un petit peu tous les organites. Et puis, il y a même quelques activités avec des petites questions auxquelles les élèves peuvent répondre. Bon, en dehors des animations et des vidéos, donc, il y a aussi les simulations. Alors, il y a des... je vais en donner surtout, par exemple, en physique. Donc, on va passer à physique 30 ici. Non, on n'est pas passé à physique 30. Non plus. OK. Donc, en physique 30, vous connaissez peut-être ceux qui l'enseignent, le site de PHET.
Et puis, sur ce site-là, donc c'est l'Université du Colorado. OK. C'est bien. Donc, ils ont des simulations pour énormément de sujets en physique 30. Là, je vous montre juste celui qui est pertinent pour la première unité sur la quantité de mouvement. Et à partir de là, donc, on peut s'en servir pour une exploration pour les élèves. Ce que moi, je trouve très bien, c'est que ça peut générer très rapidement énormément de résultats. Et dans la partie, vous savez, qui est habiletée dans les curriculums de sciences avec l'analyse, enfin, le recueil des données, ça, ce serait plutôt pertinent pour un labo vraiment fait en réalité. Donc, j'ai l'exemple d'un tel labo que j'ai mis. Alors, je ne donne pas mes ressources parce qu'elles sont super. Hein, c'est ce que je fais. Ça peut vous donner un canevas ou des idées. Pour ces ressources-là, j'ai un petit quelque chose à dire au fait, c'est que dans le dossier de présentation, vous voyez, il y a quelque part où il y a écrit documents et ressources. Et puis, si j'ai mis des labos que je fais avec mes élèves, eh bien, ils sont dans ces documents-là et il y a la plupart du temps le corrigé de ces labos. Alors, je pense que peut-être pour quelqu'un qui est nouveau ou qui veut l'essayer, ben, c'est bien d'avoir les deux. Donc, si je retourne à la simulation, bon, c'est bien d'avoir le site de la simulation, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, par exemple, ici, juste pour vous montrer, je fais travailler mes élèves, ils font un laboratoire en vrai, évidemment, sur la collision, mais ils ont aussi des simulations à faire. Et là, c'est très simple parce que ça génère énormément de données en très peu de temps. Donc, les 12e années, ben, ils vont avoir une quantité de données importante et ensuite, il va falloir qu'ils en fassent l'analyse. Donc, ça, c'est un processus qui continue, si on veut. Depuis que nous avons une nouvelle enseignante, elle est là depuis 4 ans quand même déjà, à La Rose. Donc, elle enseigne 7 et 8. Et puis, on se met d'accord toutes les deux sur ce que les élèves doivent apprendre du point de vue des habiletés en sciences. Celles qu'il faut développer qui sont dans le curriculum en 7e et 8e, et quand ils arrivent en 9e dans ma classe, et souvent après je les ai jusqu'en 12e année, eh bien il y a un continuum. Donc en 12e année, ils doivent être capables de traiter énormément de données et d'analyser ces données. Donc, je trouve que les simulations de PHET, elles sont non seulement bonnes, si vous voulez, pour visualiser les phénomènes, mais aussi pour justement aller travailler ces races sur les habiletés d'analyse de données. Donc, voilà. Bon, là, c'est en revanche un labo qui est fait avec de l'équipement Pasco. Bon. Vous avez un autre site pour les simulations. C'est celui de Physics Classroom, qui est pas mal aussi. Donc, je l'ai mis là parce que du point de vue des collisions, ils ont de bonnes choses aussi, mais je n'ai pas fait forcément une activité avec ça. Parce que c'est bien, encore une fois, d'avoir le site, mais avoir qu'est-ce que quelqu'un en a fait de ce site-là avec ses élèves, je pensais que c'était peut-être intéressant pour vous. Une autre source de simulation que j'ai probablement pas assez explorée, c'est celle des gizmos. Donc, voilà, 9e année, par exemple, et probablement qu'elle peut être un peu, comment dirais-je, transformée aussi pour bio. Eh bien, ils ont un gizmo de construction de l'ADN. Ça peut être donné comme une activité aux élèves. Ils en ont un aussi sur la sélection naturelle. Qui n'est pas dans les habiletés, qui est quelque part là-haut. Voilà, et qui a été traduit d'ailleurs par une de mes collègues avec qui j'ai enseigné la 9e année. Alors, il se trouve quelque part, je ne le retrouve plus, mais oui, voilà, non, ce n'est pas celui-là, il y en a un autre. Il doit être quelque part par là. Ce que vous pouvez aller voir aussi, en France, il y a un site qui s'appelle Uniciel. Et puis, en fait, c'est un site qui a été fait par des enseignants qui sont en formation. Et aujourd'hui, en France, dans beaucoup d'universités, on commence à avoir de vraies facultés d'éducation.
Et il y a des ressources qui sont générées par ces universités-là. Alors là, par exemple, c'est une étude de cas d'hérédité. Bon, je l'ai mise ici, j'ai mis le lien. Donc, c'est la faculté d'Aix-Marseille qui avait… bon, c'est un petit problème d'hérédité qui est plus, disons, 9e année que Bio-20. Donc, vous pouvez trouver aussi des ressources de ce côté-là. Les gizmos, il y en a, bon, j'en ai mis aussi dans les sciences 10, en particulier en chimie, il y a un bon gizmo sur la liaison ionique, une simulation, puis les élèves doivent trouver bon, les électrons qui sont transférés, etc. Donc, c'est visuel. Il y en a aussi des gizmos pour physique 30, donc c'est aussi une très bonne ressource à explorer. Dans les labos en tant que tels, comme je disais, donc dans ces dossiers-là, ce qui est fait à date, c'est même pas tout à fait fini, mais c'est certains modules de sciences 9, certains de sciences 10. Si ensuite, il n'y a pas encore les tableaux avec les rases, 7, oui, ça y est, physique 30, c'est commencé, 20, c'est encore en construction, la chimie aussi, puis bio est vide, mais je pourrais très bien mettre les tableaux aussi si ça vous intéresse. C'est ça ce que je voudrais savoir avant de passer peut-être à autre chose, c'est est-ce que le format, est-ce que vous trouvez le format adéquat? Est-ce que ça vous aide d'avoir des ressources par race ou vous ne voyez pas le point? Alors, j'aimerais vous entendre. Prenez votre micro et… Je vois hocher les têtes. Oui, hocher les têtes, oui, mais oui. Hocher… Oui, c'est un oui. OK. Donc, bon, voilà. Donc, il y a des exemples de labos, comme je vous ai dit, avec des corrigés aussi. Puis, sentez-vous libre. C'est fait pour ça, faire des copies, transformer, commenter. Alors, ça, j'aimerais bien avoir des commentaires parce que je pense encore une fois qu'on ne collabore pas assez. Et je ne vois pas comment, en étant une si petite communauté d'enseignants francophones, on peut autant travailler dans notre coin sans partager plus que ça. Alors, une autre ressource pour les spécialistes de la biologie. OK. Puis, où est-ce qu'elle est? Ben, je ne l'ai pas mise ici. Est-ce que je vais arriver dans le… Elle est peut-être cachée dans ma… Ah, voilà. Non, pas plus. Est-ce qu'on peut se débarrasser des petites icônes ou tout simplement, je vais le taper dans ma barre d'outils ici. Voilà. Alors, il y a un site aux États-Unis qui est hébergé par le centre, je vais traduire, le Centre national pour l'enseignement des sciences. Il a été, au départ, ça a été l'université de Buffalo qui a commencé à travailler sur l'enseignement des sciences par des scénarios. Et je suis arrivée à connaître ça tout simplement parce que l'enseignant de biologie de mon fils a enseigné son cours de bio 30 en particulier juste avec ça. Et les élèves ils ont trouvé ça extraordinaire. Alors, ça nous obligerait à nous de traduire ça. Ils n'ont pas de traduction, alors que, par exemple, le site de simulation PHET, vous l'avez dans une infinité de langages différents. Donc, c'est l'enseignement à partir de cas réels, donc soit de maladies. Alors, en fait, ce n'est pas seulement pour la biologie. Je connais si vous voulez, voyons, il y avait toute une liste des différentes… Ah, voilà. Donc, il y a différentes sciences là-dedans. Chimie, ça commence presque à être du niveau undergrad, mais en fait, on peut l'adapter. Donc, ça demande d'être vraiment compétent dans la matière, mais si vous êtes compétent dans la matière, vous pouvez adapter la difficulté du scénario. Et donc, ce sont des cas réels. En biologie, ça va être… Je sais qu'en bio 30, vous avez un certain nombre de… Je pense dans le curriculum, il y a un certain nombre de maladies, c'est ça? Est-ce que c'est vrai, Ronald, où je parle… un certain nombre comme de maladies que vous devez… que les élèves doivent savoir, comprendre? Est-ce que c'est à peu près vrai ou…
Oui, ok. Donc, au lieu peut-être, je ne sais pas comment vous les enseignez, comment vous l'abordez, mais là, ce sont des cas réels. Donc, une personne, voilà ce qui lui est arrivé, voilà les symptômes, etc. Et puis, ça guide l'élève vers la réflexion. Enfin, l'enseignant de mon fils, il passait très peu de temps à expliquer, mais je pense que lui aussi, il avait des ressources vidéo. Et puis ensuite, les élèves travaillaient en classe en collaboration sur ces scénarios et ça les a, parce que c'était réel. Alors, ils en ont quelques-uns en chimie. J'ai regardé assez rapidement. C'est pas trop, enfin, de ce que j'ai vu, mais ils en ont peut-être rajouté. En fait, j'avais regardé beaucoup l'an dernier. Chimie 30, pas trop, mais chimie 20, ils en ont un qui est très adaptable pour chimie 20 avec les pressions, volume et température au sujet d'une explosion. Je trouve ça très, très bon. Donc, là, pour le coup, je n'ai pas fait d'exploration vraiment, et puis il faut faire des traductions, mais je pense que c'est une bonne idée. Et ce qui serait super, effectivement, c'est de passer, enfin, de voir la philosophie, si vous voulez, qui a été développée par l'université pour que tous leurs enseignants essaient de passer à un apprentissage où les exercices ne sont pas juste des exercices, la pratique, ce n'est pas juste de la pratique, c'est vraiment trouver une solution à un cas réel. Et je trouve ça très puissant, mais bon, il nous faudrait du temps pour en développer, mais l'idée peut être intéressante. La dernière chose aussi que je vous conseille, c'est d'aller sur les sites de certains cégeps au Québec, en particulier en physique. Donc, si vous allez, c'est vrai qu'ils enseignent la physique avec évidemment le bagage de calculus. Donc, c'est un petit peu différent pour nous, mais vous pouvez trouver aussi de bonnes ressources. Moi, j'utilise beaucoup le site du Cégep Sainte-Foy, donc à Québec, qui est très, très bon avec les cours de Simon Vézina, et ça peut vous aider même à avoir des idées en fait d'exercices à donner aux élèves. Voilà. Donc, est-ce que ce site, excuse-moi Sylvie, est-ce que ce site est parmi dans tes dossiers ici? Alors, dans documents et ressources, j'ai mis le site voilà, j'ai mis dans BioVien Bio30, celui sur l'apprentissage par scénario. OK, parfait. Ensuite, je peux rajouter, si je vais faire j'ai un dossier physique 30 et je peux rajouter le lien vers les sites des cégeps sur lesquels j'ai trouvé des ressources qui étaient intéressantes. Ah oui, dernière chose, oh my gosh, je ne peux pas oublier ça. Alors, peut-être certains d'entre vous, vous connaissez ça. Je ne suis pas allée encore à leur formation parce que mon été, il est sacré. Je fais une migration vers l'Est tous les débuts de mois de juillet et une migration vers l'ouest, le retour fin août vers le Canada. Donc, je n'ai pas vraiment non, c'est pas ça, Perimeter Institute. Donc, vous avez l'Institut, Perimeter Institute, donc en Ontario, qui offre des formations début juillet. Alors, cette année, c'est du 7 au 12 ou 13, quelque chose comme ça, pour les enseignants de physique. Donc, allez sur leur site, vous pouvez vous inscrire. Si vous demandez, entre eux, ils offrent tout ce qui est logement, etc., et puis formation pendant la semaine. Et ensuite, vous pouvez demander une bourse à l'ATA pour faire le trajet. Donc, j'ai un collègue qui m'a remplacé pendant que j'ai pris une année sabbatique, et puis il n'avait pas étudié la physique à l'université, donc il est allé faire cette formation, puis depuis il y va tous les ans. Et voilà, donc vous avez leur formation, mais ils ont aussi des ressources pour les enseignants. Elles sont en anglais, mais je vous assure, ça vaut vraiment la peine. Donc, ils ont en particulier un cahier sur l'énergie où on fait réfléchir les élèves à qu'est-ce que je dois mettre dans mon système pour parler de conservation de l'énergie, etc. Il y a des activités. Alors là aussi, ça va demander un petit peu de traduction. À la limite, on pourrait… et une des personnes qui donne cette formation au début juillet en physique, c'est Laura Pancras, donc notre responsable des examens du diplôme ici à Alberta Ed. Voilà, donc elle donne aussi des webinaires. Alors parfois j'assiste, c'est en fait la version, si vous voulez, audio et vivante de leurs ressources qui sont sur leur site. Donc je vous conseille d'y aller, c'est vraiment très très bon.
Alors, quelque part, il y a écrit, oui, quelque part, il y a les ressources pour les enseignants, mais voilà. Oui, pour moi, c'est à peu près tout. Oui, incroyable partage. Puis en fait, c'est beaucoup de dossiers. Sylvie a pris beaucoup de temps pour justement créer la structure. Puis la structure, ça permet vraiment de voir, OK, voici les résultats d'apprentissage plutôt spécifiques, puis la ressource qui est en lien. Mais ce qu'elle a ajouté à ça, c'est la deuxième colonne qui implique des ressources pour l'évaluation. Tu voulais-tu en parler un peu plus, Sylvie? Disons que, en fait, tout peut être, vous pouvez utiliser une simulation pour une évaluation. Mm-hmm. Ça peut être soit dans la prédiction des résultats avant la simulation. Bon, là, je parle physique beaucoup, c'est vrai. Vous pouvez l'utiliser aussi comme évaluation pour l'analyse des données. Donc, vous pouvez utiliser une vidéo en faisant une critique. Qu'est-ce que vous amélioreriez? Qu'est-ce qui n'est pas montré dans la vidéo ou dans la simulation? J'ai fait, je pense que oui, voilà, en Sciences 10, j'ai pris la simulation de l'effet de serre de PHET. Et puis, elle est incomplète, elle ne montre pas tout. Donc, les élèves, ça c'est, je pense, l'activité qui va avec la simulation que j'ai mise ici. Oui, c'est ça. Donc, il y a une série de questions et puis ça peut être… donc, il y a une série de simulations aussi à faire et puis à la fin, il y a une question sur qu'est-ce que vous améliorerez? Qu'est-ce que vous savez de l'effet de serre qui n'est pas pris en compte dans la simulation? Qu'est-ce que vous conseilleriez à PHET d'ajouter pour avoir une simulation qui soit plus réaliste? Donc, voilà, ça peut être… ça peut servir, les simulations peuvent servir aussi directement à être des évaluations. C'est pas toujours, je pense qu'il faut diversifier nos modes d'évaluation, pas toujours papier-crayon, pas toujours non plus questions écrites dans un examen. Il y a 1001 façons d'évaluer et qui peuvent être même parfois plus engageantes et plus intéressantes pour les élèves. Donc, justement, à peu près ce que je voulais dire là. C'est ça. Donc, la diversification de nos évaluations. Oui, un labo peut être une évaluation. Juste pour donner une idée, les élèves que j'ai eus l'an dernier en chimie 30, ils avaient fait chimie 20 et sciences 10 avec moi et sciences 9. Oh my gosh. Donc, leur évaluation sommative du module de la partie acides et bases, eh bien, en 30, j'essaie de mettre parfois une question au tableau, puis vas-y. Bâtis-moi une expérience, fais-la, donne-moi les résultats, analyse-les, et voilà, réponds à la question. Donc, ces élèves de chimie 30 l'an dernier, ils avaient le choix, et presque tous ont choisi de faire un labo comme évaluation sommative. Je leur ai donné une solution une solution inconnue. Alors, et puis, il fallait qu'ils fassent un titrage pour me donner la concentration. Donc, en H+, A3 ou plus ou H-, ça dépendait ce qu'ils trouvaient, si c'était acide ou basique. Et ils avaient à disposition tout le matériel du labo, mais moi, je n'avais rien sorti. C'était à eux à aller chercher tout ce qu'il fallait. Donc, ça aide. Quand on les prépare à ça, ça les aide à répondre à ces fameuses questions nouvelles là, de l'examen du diplôme, où on a des choix on leur demande, donc c'est au niveau des habiletés qu'on les évalue et on leur demande quel genre de matériel ils doivent utiliser suivant la précision de ce qu'ils ont à faire, etc. Et donc, les élèves, ils avaient différentes solutions titrantes avec des concentrations de 1 mol par litre, 0,1, 0,01, etc. Puis voilà, ils avaient le choix, ils devaient se débrouiller. C'était comme des techniciens de laboratoire. Voilà, tu as une solution inconnue, oups, on a oublié de mettre l'étiquette, vas-y, dis-moi pas ce que c'est, mais donne-moi la concentration. Est-ce que c'est une acide, est-ce que c'est une base et quelle est la concentration? Et je les aurais filmés avec plaisir parce qu'ils se sont débrouillés, ils sont arrivés à la fin avec un résultat, ils ont fait l'expérience plusieurs fois, puis
c'était magnifique quoi, de les voir se débrouiller. Et je pense que c'était une évaluation. Il y a plein de points dans le curriculum que j'ai pu évaluer. Moi, j'étais juste là à les observer, les uns et les autres, et puis à noter ce que je voyais. Et je pense que c'est une autre façon d'évaluer aussi que juste par les questions. Bien, justement, la triangulation en évaluation est tellement pertinente et importante. Il faut justement passer à travers l'observation, non seulement le produit, ce qui est écrit, et des discussions. Donc, de rencontrer nos élèves, soit en entrevue ou autre, sont des façons intéressantes de faire une évaluation, soit formative ou plutôt sommative. Mais justement, Sylvie a créé ces documents non seulement pour vous aider à gagner du temps, c'est-à-dire voici quelques idées, voici quelques documents, quelques liens vers des ressources, mais c'est aussi pour vous inspirer un peu, comme Ronald l'avait dit tantôt, voici des façons dont vous pouvez vous créer vous-même vos vidéos ou vos ressources. Donc, justement, l'inspiration à faire une certaine création. Et ces dossiers-là sont vivants, sont des documents vivants, c'est-à-dire vous avez maintenant tous accès en édition pour commenter, pour ajouter et utiliser vous-même. Mais c'est du réseautage, c'est un partage. Alors, avant qu'on passe à des petites discussions en sous-groupe, avez-vous des questions aussi? Questions, commentaires? Alors, je ne vois pas de commentaires ou de questions dans le chat, ni de main levée. Donc, Michel, vas-y. Je viens juste de la lever, excuse-moi. C'est correct, c'est bien correct. Sylvie, tu sais, quand je regarde tes documents, est-ce que tu as pensé de le faire avec les concepts au lieu d'avec les RAS, tu sais, avec les résultats d'apprentissage spécifiques? Est-ce que c'est quelque chose peut-être qui... Parce que c'est difficile de tout populer, toutes les races, parce qu'il n'y a pas toujours... il n'y a pas toujours comment je pourrais dire, une animation ou quelque chose comme ça qui pourrait répondre à ce race-là. Mais si on mettait ça par concept, est-ce que tu penses que ça serait plus facile? Et ça peut être, oui, une bonne façon, surtout qu'on va avoir un nouveau curriculum, I guess, un jour. Donc, et ce curriculum-là, s'il est bâti comme celui de MA6, ça va être effectivement plus autour des concepts, si j'ai bien compris. Donc, oui, on pourrait retransformer ça aussi en le mettant autour de concepts spécifiques. Pour moi, c'était plus facile, enfin pas plus facile, mais c'est sûr. Il me semble que c'est un peu plus précis comme ça, mais parfois, tu as raison, je suis un peu ennuyée parce que je me dis, ah ben ça, mettons tel labo ou même telle simulation, mais ça va dans ce RAS-là, ben, mettons un de connaissances, mais ça va aussi dans un des habiletés, donc il faudrait que je le mette 2 fois, etc. Tandis que si on mettait le concept, oui, c'est une excellente idée, oui. Oui, on peut retravailler ou mettre des documents parallèles avec, en le mettant par concept aussi. Oui, tout à fait. Mm-hmm. On peut ajouter à ces documents-là, en effet. Sonia, tu as la main levée. Oui, je voulais juste faire du pouce sur ce que Michel avait dit. Moi, en maths, je me suis créé un Google Sheet où est-ce que c'est par concept, chaque onglet est un domaine. Puis à chaque fois que je trouve des ressources comme menu maths, maths en 3 temps, je les classe toutes selon les concepts. Je trouve ça beaucoup plus simple. J'ouvre un seul document selon les concepts. Toutes mes ressources sont... je trouve que c'est plus simple. Parfait, c'est noté. C'est une très bonne idée. Et comme tu dis, Sylvie, il y a un nouveau curriculum qui va s'installer éventuellement, on pense. Puis c'est comme ça. J'ai fait beaucoup de formations dernièrement sur la compréhension par concept. Donc, l'enseignement par concept, c'est fort intéressant et ça touche à plusieurs résultats d'apprentissage, ce qu'on voit dans les documents déjà créés. D'autres commentaires ou questions?
Alors, ici, j'avais entendu tantôt, il y a un besoin de ressources 7e, 8e année. Là, on a beaucoup partagé tout ce qui est 10, 11, 12. On a partagé ce qui est 9e année aussi. Il y a quand même le dossier sciences 7e année dans le gros dossier. Mais j'aimerais vous proposer peut-être de se regrouper soit par niveau, par matière ou autre façon de se regrouper afin de survoler quelques ressources ou d'aller beaucoup plus en profondeur avec une seule ressource qui a été présentée ici aujourd'hui. Mais c'est ce que je vous propose. Si on décide d'aller un peu par niveau, comme ça, je vais pouvoir ouvrir des salles et vous pouvez choisir des salles selon vos niveaux. Et ce que je vois dans la salle en ce moment, à École La Prairie, c'est 7e année. C'est clair pour moi? Non? C'est pas juste ça? Moi, je suis en 7e, puis Artie est en 8 à 8 à 12. Oui. OK. OK. Donc, il y a un peu de tout dans votre petite salle à vous. Oui. Barbara, si je peux me permettre, peut-être oui. que si vous ne trouvez pas des ressources, enfin moi, en sciences, je n'ai rien mis pour l'instant pour 7 et 8, mais si ce serait peut-être bien que vous fassiez une liste de ce qui vous manque, ce que vous aimeriez avoir. Oui, ça aussi, j'aimerais entendre vos besoins futurs, mais pour l'instant, si on peut soit partager entre nous ce que nous avons ou aller, comme je dis, un peu plus en profondeur avec les ressources qui ont été partagées aujourd'hui. Ça vous permettra de poser vos questions. On peut aller d'une salle à l'autre pour voir si vous avez des questions en travaillant ensemble. Alors, c'est ça. Je peux ouvrir des salles, comme je dis, par niveau. Donc, je vais ouvrir une salle 7, 8, 9. Ensuite, 10e, 11e, 12e. 4 salles. Est-ce que ça vous va comme ça? Parfait. Alors, les salles de discussion, je ne sais pas si je vais pouvoir recréer les salles. 4 salles. Je ne vais pas inclure les co-hôtes. Je vais vous laisser choisir vos salles. Disons, salle numéro 1, c'est 7, 8, 9. Salle numéro 2, c'est 10e. Ensuite, 11e et 12e. Facile comme ça. 1, c'est 7, 8, 9. 2, c'est 10e. 3, c'est 11e. 4, c'est 12e. Alors, je crée des salles. Je pense que ça va être créé pour 10 minutes. Puis si on a besoin de plusieurs, d'autres temps, ben, ça va. Alors, les salles sont créées. Je les ouvre. Et je mets l'enregistrement sur pause. Et on est rendu ici, dans l'atelier ce matin. Vraiment à la fin, malgré l'heure. Alors, vous étiez dans, vraiment, c'était que 2 salles. Je sais que Maurice, il regardait tout ce qui était bio. Alors, je pense que les ressources sont vraiment très appréciées, surtout pour de nouveaux enseignants qui vont commencer à enseigner pour une première fois une certaine matière ou un certain niveau. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager la discussion que vous avez eue dans les petites salles? Ou des questions que vous auriez? Ben, nous, je pense que c'est ça, d'explorer les ressources qui ont été partagées dans la dernière session CIVI, je pense. Donc, ça prend un petit peu de temps pour aller explorer de chacun de notre côté pour pouvoir en parler. Fait que je pense qu'on était un petit peu gelés au début, on ne savait pas trop par où commencer. Fait qu'on a fait peut-être plus une discussion de façon générale là, pour accepter notre réalité, justement, qu'est-ce qui a été discuté au début en termes d'efficacité, que souvent on a beaucoup de cours à enseigner dans nos petites écoles, que
les choses qu'on produit quand on a autant de cours, même après plusieurs années, on n'est pas vraiment confiant de la qualité de ce qu'on a produit nécessairement pour partager un grand groupe comme ça. Fait que là, on a fait un petit peu de partage de ce qu'on avait, puis on s'est dit qu'on est tout à fait d'accord que c'est une des faiblesses du système d'éducation qu'au niveau du ministère, au niveau des conseils scolaires, que les enseignants restent vraiment isolés, surtout dans nos petites écoles où on n'a pas de collègues qui enseignent les mêmes choses que nous. Donc, les sessions comme ça, c'est à ça que ça sert. Oui, on voulait juste dire qu'on est content quand les gens partagent. Puis moi, je peux ouvrir la porte. Là. J'ai des ressources dans un petit peu tout. Maths, sciences de 7 à 12, mais il y a des matières que avant, je partageais avec un collègue, comme bio, maths, c'était plus mon collègue qui le faisait. Puis maintenant, ça va revenir à moi à faire encore l'année prochaine. Mais s'il y en a qui ont des besoins, des notes de cours de maths ou des quiz ou des choses, genre, j'ai des choses que je peux partager. Donc, juste me faire signe, puis ça me fait plaisir de vous ajouter à ma liste de partage. Ah, c'est merveilleux. C'est tellement apprécié. Tes commentaires, ta volonté pour partager, Joe, c'est super. Merci, très apprécié. D'autres commentaires ou questions, un petit retour de la discussion que vous avez eue? Sinon, je passerai à vos besoins. Donc, j'entends premièrement un besoin d'avoir plus de ressources au niveau 7, 8, 9. J'ai entendu parler beaucoup d'apprentissage par concept, donc super et fort intéressant. Et ce que j'entends maintenant, c'est d'avoir le temps d'explorer plus en profondeur ces ressources. Donc, je suis heureuse qu'on va terminer plus de bonne heure que je pensais ce matin. Ça va vous permettre, parce que vous avez sûrement vos suppléants ou vous êtes en pause formation, si vous voulez, pour explorer un peu plus les ressources qui ont été partagées et présentées ce matin. Mais c'est ça, j'aimerais entendre vos besoins parce qu'on veut continuer ces ateliers-là, ces sessions-là. Ça va vous permettre d'en discuter entre vous. Ça va vous permettre de réseauter, de partager ce que vous avez et recevoir certaines idées. Et on veut adapter ces sessions-là justement à vos besoins. Donc, je suis à l'écoute. Je prends note. Si je peux reprendre la parole, moi, un besoin que j'ai par rapport aux sciences, en mathématiques cette année, j'ai adopté un petit peu la philosophie du Building Thinking Classroom. Donc, j'aime ça commencer mes cours avec des petites questions d'activation, debout, sur tableau blanc, avec des équipes aléatoires, etc. Donc, je pense que c'est une philosophie d'éducation qui fonctionne peu importe le sujet. Donc, je pense qu'en sciences, avoir une liste de petites questions, de petites tâches par module, par résultat d'apprentissage, des questions d'activation, ça c'est bien. Moi, j'en trouve, je peux en inventer, mais c'est bien qu'il y a déjà une liste un petit peu qui existe. Puis même chose pour l'apprentissage par projet, donc pour chaque unité des cours de sciences, c'est 7 à 10, puis d'avoir peut-être un projet, un exemple de projet par unité qui pourrait englober, soit s'en servir comme point central, puis enseigner autour de ce projet-là, ou s'en servir comme consolidation des apprentissages à la fin de module. Donc, juste un exemple de projet plus compréhensif. Ouais, je sais qu'il y en a un petit peu dans les livres, mais des fois, c'est un petit peu vieux, c'est un petit peu plate, là, quelque chose d'un peu plus actualisé. Oui, et dans le contexte que nous avons ici, en Alberta, milieu minoritaire, donc en français, avec un curriculum d'Alberta. Et quand tu parles de Building Thinking Classrooms, est-ce que tu parles de Peter Liljedahl? Oui. Oui, super. J'ai assisté à une de ses formations cette semaine. Vraiment merveilleux. Je le conseille pour n'importe qui, dans n'importe quelle matière, comme tu dis. Il va y avoir des sessions pour les gens du Centre-Nord. Là, pour le congrès, il y a 2 ou 3 sessions qui sont spécifiquement, ce n'est pas lui qui les donne, mais il y a des sessions qui ont rapport à ça au NCTCA. Ah, c'est super. On va manquer ça, nous, dans le Sud. Ronald. C'était juste une question pour Joe. Ton Building Thinking Classroom, tu le fais à quel niveau? Parce que je l'ai essayé dans mes niveaux 20-30, puis avec la reconception du secondaire,
j'ai juste le temps en classe devient de plus en plus précieux. C'est quelque chose que je faisais avant qu'on ait nos blocs flex, parce qu'on avait plus de minutes d'enseignement, donc j'avais du temps en classe pour le faire, mais est-ce que j'ai dû laisser tomber parce que je n'étais pas capable de couvrir toutes mes rases? Je l'ai fait en maths 7 à 10 pour le premier semestre. Puis j'avais un cours de chimie 20 à Jasper, j'avais 4 élèves en chimie 20. Donc, même en chimie, je le faisais, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut gérer le temps. Donc, si la question, tu vois que les élèves ils commencent à bûcher puis que ça va prendre 20 minutes, bien, il faut qu'on intervienne, qu'on rajoute des indices, puis qu'il ne faut pas que ça dure plus que 5, 10, dépendamment du temps que tu as dans ta planification pour cette journée-là. Mais moi, je l'ai faite avec tous mes niveaux. Donc, pour le premier semestre, je l'ai faite en maths 7, 8, 9, 10, puis en chimie 20. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a des fois que j'ai sauté, surtout en chimie 20. Là, donc, il y a des journées que j'ai faites, OK, on ne fait pas de défi aujourd'hui parce qu'on a un gros cours. Puis des fois, je disais, OK, voici votre indice, puis je les poussais pour que ça avance, mais au moins, ils sont debout, ils sont actifs. Puis, donc, j'essaie de le faire le plus possible, mais j'utilise mon jugement. OK, parce qu'un cours comme Math 30-1 où il y a 11 chapitres, ça mange des minutes. Ouais. Et moi, je leur donnais une question au tableau, je leur donnais 5 minutes pour l'essayer, puis pour ça, c'était OK, allez consulter votre voisin, puis travailler ensemble. Mais c'est comme tu dis, c'est OK, on n'en fera pas aujourd'hui parce qu'on a un gros cours, puis là, le lendemain, non, on n'en fera pas aujourd'hui parce qu'on a un. En bref, en maths 30-1, y a-t-il des jours où on n'a pas un gros cours? Le samedi puis le dimanche. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que j'ai fait à certaines occasions, c'est que je donnais le défi après 5 minutes, je disais OK, c'est fini. Puis le lendemain, en commençant le cours, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais voici un petit peu la résolution, qu'est-ce qu'on aurait pu faire hier. Fait que je faisais un petit retour, puis ceux qui sont vraiment intéressés, ils vont continuer. J'ai la moitié de mes élèves qui sont vraiment intéressés, ils vont bûcher un petit peu dessus par eux-mêmes. Puis on va dire, monsieur, je pense que je l'ai trouvé, puis le lendemain, on en parle vite. Fait que des fois, ça peut être sur 2 cours aussi, puis juste donner un petit peu, faire un retour sur la journée précédente. Des fois, je faisais ça. Merci. D'autres idées pour des sessions futures? Là, je parle d'ici la fin de cette année et même l'année prochaine. Si on veut vous rassembler, le but, c'est vraiment de vous offrir de quoi qui est intéressant et pertinent pour votre enseignement, votre pratique. Alors, j'ai pris note. Jusqu'à date, oui. Alors, moi, j'ai une suggestion là. Par exemple, je suis à l'école des 80, je fais partie du conseil scolaire Nord-Ouest. Alors, à l'école des 80, par exemple, sur Google Drive, donc, il y a un document qui est là depuis des années. Et chaque prof qui vient, qui crée ses plans de leçons et puis ses documents, toutes ses ressources, alors, il doit les mettre dans ces grands documents pour que les futurs enseignants qui vont venir puissent directement les utiliser. Alors, moi, je me pose la question, est-ce qu'il serait possible de créer un document comme ça pour peut-être les conseils scolaires francophones, étant donné que, par exemple, le consortium organise toujours ce genre de développement professionnel, que les gens puissent directement partir là-bas pour avoir les ressources au lieu de partir dans toutes les directions sans pour autant avoir les ressources qu'on a besoin. Écoute, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons créé le dossier dans le Drive que je viens de partager. Et je vais repartager. C'est pour vous d'y accéder et aussi d'ajouter. Donc, c'est très vivant. Alors, oui, c'est ça. Ça existe pour vous. Je vais juste obtenir le lien encore. Vous êtes en mode édition si vous avez le lien. Et le voilà. Alors, oui, je pense que c'est une bonne idée d'avoir des traces de soit nos discussions, nos partages et autres. C'est une super bonne idée. On n'est pas rendu au point comme le primaire qui sont en train de faire l'apprentissage du nouveau curriculum. Ça existe déjà sur le site de New Learn Alberta, une section qui s'appelle Tableau. Puis dans ces tableaux-là, on peut créer des plans de leçons, des activités à publier ou à partager avec d'autres. C'est une de deux façons de faire. Mais pour nous, pour l'instant, je pense que Google Drive fonctionne bien comme site de partage. Alors, on peut commencer ici, puis on peut voir où ça peut évoluer. Et je vois que Rim a ajouté dans le chat
J'aimerais savoir des idées pour la mise en pratique des maths et les sciences en forme de projet. Oui, absolument. Donc, apprentissage par projet, j'ai pris note de ça. Super bonne idée parce qu'on peut couvrir plusieurs concepts à la fois. Ça aide certains élèves à démontrer leurs connaissances, leurs habiletés, encore mieux que juste un test, en effet. Ça peut aider avec la consolidation des notions, des concepts. Super bonne idée. Je peux partager un projet qui me sert à enseigner la biodiversité en 9e année. Donc, c'est du début à la fin du module. C'est sur les pays de mégadiversité. Donc, les élèves choisissent un pays de mégadiversité. Là, j'ai 90 élèves, donc on est allé un peu plus loin que juste les pays de mégadiversité. Et puis, ils font toute la recherche et en fait, ça couvre énormément de résultats d'apprentissage. Super, merci Sylvie. Ben, parfait, j'ai pris note de tout cela. Michel, vas-y. Merci, Barbara. Juste pour vous rappeler, le Centre francophone d'éducation à distance vous offre des ressources. Ils sont gratuites. Ce sont les ressources qu'on utilise en ligne. Je suis totalement d'accord avec vous. Il y en a peut-être qui sont déjà allés, qui ont été agréablement déçus, on va dire ça comme ça, parce que nos cours sont âgés, on va dire la chose. Depuis 2 ans, nous avons un petit budget, on s'entend, petit budget de développement de cours. Malheureusement, dans les 2 dernières années, on a investi presque tout notre argent en humanité, dont français et études sociales. Donc, si vous avez des collègues en français et en études sociales, vous pouvez leur mentionner que les cours ont été refaits en français et en études sociales. Nous sommes en train de travailler dans les maths et sciences. Juste pour vous dire, si vous êtes déjà allé voir le cours de physique 30, en septembre 2023, le cours de physique 30 sera refait. On s'attend à avoir la moitié du cours de refait, donc 2 modules sur 4. Comme je l'ai dit, le budget est très restreint. Donc, les nouveaux cours vont être faits. Ronald vous montrait ses vidéos. Ronald est maintenant un contractuel, entre guillemets, pour le CEFED. Donc, il fait maintenant des vidéos pour nous en bio 20. Et oui, il doit respecter les 5 minutes. Désolé, Ronald. Donc, on fait un petit peu de l'apprentissage actif. Donc, on pose des questions dans nos vidéos pour essayer de les couper. Tout ça pour vous dire, si tu me permets, Barbara, je prendrais peut-être 2 minutes, si tu me permets. Oui. Je pourrais-tu partager mon écran, si tu me permets? Oui, maintenant tu peux. Merci. Juste pour vous montrer, il n'y a rien de plus simple si ça vous intéresse. Vous pouvez aller... vous voyez mon écran? Oui. Oui, merveilleux. Vous avez besoin tout simplement d'aller sur notre site web et malheureusement, désolé pour les enseignants de 7-8-9, nous n'avons pas de ressources en 7-8-9. On est vraiment une école en ligne de 10-11-12, mais tout ce que vous avez besoin d'aller, c'est d'aller dans « Appui à l'enseignement », vous remplissez le formulaire et il y a toujours des enseignants qui nous demandent « Est-ce qu'on est obligé de mettre nos élèves? » Oui, on veut avoir les élèves parce que le gouvernement, on donne des chiffres au gouvernement et c'est comme ça qu'on vend. Que le CEFED est une école en ligne, oui, mais également est un appui à l'enseignement pour donner nos ressources. Donc, quand je parle des nouveaux cours, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est remplir le document et en dedans de 24 heures, vous allez recevoir accès aux cours sur Moodle. Le nouveau cours de physique 30, juste pour vous le montrer, on est vraiment en train d'essayer de prendre une approche de l'enseignement explicite. Je veux juste vous le montrer rapidement. Quand tu vas mettons dans ce module-là, oui, il y a une introduction. Et si vous regardez, c'est beaucoup plus simple. On est allé par concept. On est vraiment, parce qu'ultimement, on sait que le programme va changer. C'est juste que la quantité de mouvement et l'impulsion, peut-être, elle va se retrouver en physique 20. Peut-être qu'elle va être enlevée tout simplement du module. Même chose en mathématiques, quand on parle de la loi des sinus. La loi des sinus est en ce moment en maths 20-1. Peut-être qu'elle va changer de place. Mais la loi des sinus, qu'on soit au Canada, qu'on soit en France, qu'on soit en Afrique, qu'on soit peu importe où, c'est la loi des sinus. Donc, tout ce qu'on fait, on fait juste la déplacer. Donc, si vous voyez des petites flèches qui sont ici, ces petites flèches-là, ce sont tout simplement des tutoriels.
Donc, qu'est-ce que c'est un tutoriel? Bon, bien entendu, il va me niaiser. Non, OK. Donc, le tutoriel, je n'ai pas besoin d'écouter cette vidéo-là, mais à l'intérieur de ce tutoriel-là, on parle, c'est quoi l'impulsion. Donc, c'est moi, bien entendu, qui a fait cette partie-là, mais... Donc, on peut rentrer avec des vidéos à l'intérieur de ça. Donc, on explique vraiment c'est quoi. C'est un lightboard. Quand je vous parle qu'on essaie de faire de l'interaction avec nos élèves, mettons, on pose des questions à nos élèves pour essayer de couper la longueur des vidéos. Donc, on essaie de demander aux élèves, peux-tu calculer ça? On peut également demander d'autres questions à choix multiples et ainsi de suite, comme on ferait dans une salle de classe. Donc, pour nous, c'est vraiment ça. Il y a de la pratique également dans notre modelage toujours. Il y a de la pratique. On explique c'est quoi l'impulsion, on fait des problèmes. Donc, l'idée en arrière de ça, si vous regardez le cours, oui, il y a des vidéos, il y a des résumés. Ça, c'est vraiment le modelage. Il y a la pratique guidée qui est à toi de jouer. Si on va là-dedans, à toi de jouer, tu as des questions, puis à chacune des questions, tu as la réponse, puis tu as une vidéo qui accompagne la réponse. Et ultimement, l'élève n'a pas été capable de répondre à la question. Donc, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de cliquer sur le petit vidéo qui est ici. Ils vont apparaître, bien entendu, à un moment donné. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Il est capable de voir toute la démarche qui a été faite. Et la dernière partie, si on revient à la pratique autonome, pour nous, en ligne, c'est les devoirs et les quiz. Donc, vous avez accès à ça. Je peux vous dire qu'en physique 30, la moitié du cours va être refaite. En maths 10C, le module les produits vont être refaits, produits et facteurs. En chimie 30, la moitié du cours va être refaite. Bio 20, Ronald, on vise peut-être la moitié du cours de Bio 20, peut-être, en tout cas, il va sûrement avoir un module de fait. Donc, on est en train de refaire ça, bien entendu. Ça sera à vous peut-être de jeter de nouveau un coup d'œil si vous avez été déçu auparavant. C'est totalement vrai, les cours étaient désuets, mais on n'avait pas vraiment de budget pour développer des cours et on est en train justement de les développer. Et qu'est-ce que tu parlais, Sylvie, c'est les animations de fête et ainsi de suite, on les a intégrées dans nos capsules. Donc, l'élève et du média, c'est la même chose, on les a intégrées. Donc, à la limite, bien, on peut utiliser ça et faire ce qu'on en veut en présentiel. Désolé, c'est mon moment de publicité, mais je vous laisse après ça. Bien, je suis tellement heureuse que tu as pris cette chance-là, Michel, parce qu'il faut dire que Kevin a pris sa chance lors de la session pour études sociales, pour faire la promotion pour le CFED. Mais moi, en tant qu'enseignante, quand j'ai eu des élèves en 10, 11, 12, mais j'ai suivi le formulaire de co-enseignement avec le CFED parce que ça m'a permis d'avoir plus de ressources pour mes élèves. Un appui pour mon enseignement, un appui pour mes élèves. Donc, super bien apprécié. Et moi aussi, je peux faire la promotion pour le CFED. Je trouve ça c'est merveilleux. Alors, je te remercie beaucoup. Je n'ai rien d'autre à vous présenter aujourd'hui, mais vraiment, là, j'ai hâte de vous revoir parce qu'on va certainement continuer, si ça vous intéresse, le consortium, et si pour vous appuyer. Donc, j'ai pris note de vos besoins, de vos défis, et on va créer quelque chose qui est vraiment adapté à tout cela. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, ce serait le moment. Et sinon, je vais vous souhaiter une très belle journée, une belle exploration des ressources que vous avez vues ce matin avec nos chers collègues Ronald et Sylvie et en dernière minute, Michel. Mais vraiment, c'est tellement apprécié, votre interaction, que vous avez gardé vos caméras ouvertes. Moi, je l'apprécie en tout cas. Et je vous souhaite une bonne journée. Bon bulletin. Deuxième semestre qui s'en vient. Et on est toujours ici pour vous appuyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire au consortium. Vous allez recevoir l'enregistrement ainsi que les diapos et vous avez déjà reçu le lien pour le dossier Drive. Merci beaucoup tout le monde.